Vous vous êtes déjà dit que c'était à vous de faire l'effort pour changer votre consommation et la rendre plus durable? Perso, c'est mon cas et j'ai souvent eu cette sensation d'impuissance face au changement climatique. Et j'ai beau faire énormément de petits gestes au quotidien que je vous partage sur mes différents réseaux, j'ai toujours ce goût amer de me dire que c'est pas assez. Comme c'est pas parfait, je me dis que c'est pas assez complet, que ça va pas assez vite, que j'ai pas forcément trouvé toutes les solutions pour consommer mieux. Et j'ai beau faire mon compost et mes propres produits ménagers, manger au maximum de saison et local, prendre le train dès que possible, acheter des fringues en seconde main, essayer au maximum d'acheter sans emballage ou dans des emballages consignés, ou encore réduire ma consommation de viande et de poisson au quotidien, j'ai toujours la sensation que c'est pas assez. Alors au bout d'un moment, je me suis posé la question suivante. Pourquoi c'est à nous, consommateurs, de porter cette charge-là? Parce que les entreprises et les marques qu'on consomme aussi, elles ont leur rôle à jouer, mais concrètement, qu'est-ce qu'elles font pour nous aider à consommer plus durable? Parce que si les consommateurs doivent changer leur façon de consommer, pourquoi est-ce que les entreprises devraient pas changer leur façon de produire? Au fur et à mesure de ma transition écologique, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément d'entreprises qui s'engageaient. C'est juste que nous, en tant que consommateurs, on n'en a pas du tout conscience. Hello les cœurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un petit peu particulière puisque c'est le lancement d'une série de vidéos que je prépare depuis longtemps. J'ai choisi de nommer cette série de vidéos Les Engagés et vous êtes dans l'épisode 1 de la saison 1. Donc c'est vraiment le tout premier démarrage de cette série de vidéos que je referai si ça vous plaît évidemment, que j'ai très envie de refaire. Et le but de cette vidéo, il est simple, c'est de mettre en lumière des gens qui ont monté des projets éco-responsables pour vous prouver que la charge n'est pas uniquement sur le consommateur. Au fur et à mesure de ma transition écologique, je me suis aperçue qu'en fait, si on consommait des produits qui la plupart du temps ne sont pas hyper clean, c'est parce qu'on ne connaît pas d'alternative. Et c'est parce qu'on n'est pas au courant qu'il y a énormément de marques qui font les choses bien pour pouvoir nous permettre de consommer mieux et que ce soit accessible à tous. J'ai donc décidé de sélectionner des marques et d'infiltrer ces marques pour que vous compreniez un petit peu l'envers du business, comment est-ce que le projet s'est monté, en quoi il consiste, etc. J'ai essayé de sélectionner uniquement des gens que je trouve très inspirants. Le concept de cette série de vidéos, c'est de vous montrer qu'il y a énormément de gens qui travaillent pour faire en sorte qu'on puisse vivre dans un monde plus durable demain. Mais c'est pas forcément des choses qu'on voit puisque la plupart du temps on est un peu coincé dans notre consommation, on connaît pas beaucoup d'autres alternatives. Dans cette première saison, il y aura donc 4 épisodes, je vais rencontrer 4 personnes ou plutôt groupes de personnes, vous allez découvrir ça au fur et à mesure des semaines. Je pense que je vais espacer quand même ces épisodes de quelques semaines pour que vous ayez d'autres contenus, pas vous bombarder d'un mois et que vous ayez que cette série de vidéos là, mais le but c'est que ce soit un petit peu espacé et donc que ça couvre potentiellement plusieurs saisons au fur et à mesure des mois voire des années si la série de vidéos vous plaît. Chaque épisode sera constitué à peu près de la même manière. Il y aura d'abord une partie immersion, un peu vlog justement à l'intérieur du business de cette personne pour bien comprendre en fait quels sont les tenants et aboutissants et justement comment est-ce que le projet éco-responsable a été lancé, parce que vous allez voir que pour que ces personnes arrivent à mettre en place les projets qu'ils ou elles ont montés, il y a souvent des obstacles qui se dressent sur leur chemin, donc c'est intéressant de comprendre l'envers du décor. Et en plus de ça, vous aurez à chaque fois une partie interview où je poserai des questions justement à la ou les personnes qui ont monté le projet. Avant qu'on démarre cette série de vidéos, sachez qu'il n'y a absolument rien qui n'est sponsorisé, rien du tout. Je ne touche pas un copec de la part des entreprises que je suis allée interviewer, c'est moi de mon propre gré justement qui avait envie de mettre en lumière ces entreprises là, donc c'est pas du tout sponsorisé, c'est vraiment des entreprises que j'apprécie, des gens aussi derrière ces entreprises là, des gens que j'apprécie et que j'avais envie de mettre en lumière dans cette série de vidéos. Pour le premier épisode, on va aller rencontrer les équipes de La Tournée. La Tournée, c'est un service de livraison de courses consigné à domicile. Je vous ai déjà parlé de ce service-là puisque j'ai collaboré avec eux il y a quelques mois et vraiment les équipes sont trop sympas, le service est génial, bref, c'est vraiment un banger. Donc je me suis dit que c'était hyper intéressant parce que la consigne en France n'est pas encore généralisée et je me suis dit que ça serait cool de vous montrer un petit peu comment on fait en fait pour remettre la consigne au goût du jour. Je vous laisse en immersion avec Nico et moi dans l'entrepôt de La
Les amis, je suis arrivée à Boissy-Saint-Léger. C'est là où il y a un des 2 entrepôts de la tournée. Et j'attends Nicolas, de son prénom, qui est le directeur marketing de la tournée. Un mec hyper sympa, très drôle, vibe assez jeune, etc. Enfin, vraiment très très cool. Et c'est lui qui va nous emmener cet après-midi, préparer une commande et ensuite la livrer. Du coup, notre commande de courses consignées, un petit peu comme ce que moi je fais dans les vidéos où vous m'avez vu recevoir les courses consignées. Bah là, cette fois-ci, on est dans l'envers du décor. On va aller préparer ça, voir comment ça fonctionne aussi dans l'entrepôt. J'ai trop hâte. On y va, c'est parti. Merci monsieur, bonjour. Oui, ça va. Et on a surtout pas mal de place, tu vas voir moi. Même pour préparer des commandes, parce qu'en fait... Je suis petite hein. Toi par contre t'es grand. T'es immense. T'es immense. Bon bah nous voilà dans l'entrepôt les amis. On est avec Nico. Salut. Nico, je te laisse te présenter. Yes. Donc moi je m'appelle Nico, je suis directeur marketing de la tournée depuis à peu près 1 an. Et tu kiffes ton Ouais, job? grave. Je kiffe trop mon job, c'est assez complet. J'ai vraiment tout le marketing, donc aussi bien l'image de marque que le recrutement de nouveaux clients, que aussi satisfaire les besoins de nos clients déjà existants. Donc ok, donc là on est dans l'entrepôt. Donc j'ai dit tout à l'heure à la gare, oui je suis dans un des 2 entrepôts. Donc déjà la meuf qui fait des bourdes à l'arrivée. Non, il n'y a qu'un entrepôt. Ouais. On a un gros entrepôt dans lequel on gère toutes nos opérations. Donc c'est-à-dire on gère à la fois notre stock de produits, la préparation de commandes. C'est de là aussi que partent nos tournées tous les jours, tous les matins, tous les après-midi. C'est là aussi que reviennent nos livreurs une fois qu'ils ont fini. C'est là qu'ils remettent les contenants vides que nos clients nous ont rendus. C'est là qu'on les trie et c'est là qu'on les renvoie après à nos laveurs. C'est pas lavé ici, c'est lavé ailleurs. Vous récupérez juste les contenants et ensuite vous redispatchez tout ce qu'il y a. Exactement, on redispatche directement au laveur et après ensuite ils retournent chez les producteurs pour être re-remplis avant de revenir ici une fois que les produits sont prêts. Ok, trop canon. On va visiter. Allez, c'est parti. Quand il y a une préparation de commande, en fait, le livreur reçoit sur son téléphone en gros les produits qu'il va avoir à mettre dans le casier. Donc il prend son casier en fonction de ce que l'application lui dit. Grand, un petit, pour des grosses bouteilles, des petites bouteilles. Donc après hop c'est parti. Donc il prend son petit chariot, là on va pas prendre de chariot mais il prend son petit chariot. En gros on lui dit bah tu vas à un emplacement A1, prendre une bouteille de San Pellegrino. Donc là c'est parti, petit chariot, il faut imaginer le petit chariot. Tu fais très bien le petit chariot déjà je trouve. Comme ça, voilà, il y en a un là par exemple. Et bon, admettons, voilà, c'est une bouteille de Celtic. Hop, il n'y en a qu'une dans cette commande-là. Il prend sa bouteille, il coche sur son application, bah, c'est bon, j'ai bien une bouteille de Celtic. Puis il va prendre une bouteille de Perrier fine bulle. Hop, il avance, c'est en A16, il arrive ici. Tac, Perrier fine bulle. Hop, il met dedans. Produit suivant, je sais pas, une bouteille de vin. On va aller voir du côté du vin ce que ça donne. Moi je l'ai goûté le vin, et il est très bon. T'as goûté lequel? J'ai goûté le rouge de Oé. Ouais, ah, ouais, un petit Bordeaux là. Ouais. Hop. Ce petit rosé là du Languedoc bio de chez Pan. Bon et voilà, admettons c'est tout pour le côté boisson. Là, du coup il va garder sa caisse sur son chariot, commencer à remplir la caisse où il y aura par exemple l'alimentaire. Exactement le même processus mais pareil on lui dit et ben voilà le client il a pris du café en grain. Hop bah c'est ici, c'est emplacement D10 03. Café en grain du Honduras, oui, dedans et c'est parti. Canon. Donc là en fait une fois que nous on récupère les commandes de nos clients qui nous rendent leur contenant vide, nous l'objectif c'est de les ramener ici et après il faut les trier. Ça doit repartir soit chez le bon fournisseur s'il est capable de traiter la déconsigne lui-même et le lavage, soit ça repart chez le bon prestataire qui pareil a la bonne capacité. On doit trier ce qui part chez Coca, ce qui part chez Club Maté, enfin on retrie les eaux ou le lait, ce qui part chez Super Flacon sur l'entretien. Si je te prends une bouteille de chouffe et une bouteille de Tidélis, bah en fait c'est pas du tout le même gabarit, c'est pas du tout les mêmes procédés de lavage. Donc en fait on a vraiment besoin d'avoir la bonne personne. Sinon nous le plus gros risque qu'on a par rapport à ça, c'est que en fait la personne reçoive le contenant, il sait pas le traiter et en fait dans une majeure partie des cas ils vont finir par le jeter. Vous réutilisez combien de fois les bouteilles à peu près en moyenne? Ça dépend des contenants, je dirais en moyenne à peu près 20 fois. Selon les verres on peut monter jusqu'à 50. 50 fois, ah ouais c'est énorme. Qui va être assez important à regarder, je pense qu'on va le voir sur les bouteilles de Club Maté. Il y a des Club Maté là si tu veux. Moi. Bonjour. Enchanté. C'est son domicile, c'est son wood. Eh ben c'est très sympa, j'aimerais bien être votre voisine en tout cas. Ah ouais? Ouais, tu vois, typiquement, si tu prends une bouteille de Club Maté, tu vois, regarde là, en fait, ces petits anneaux là, en fait, c'est pas de la saleté. Et en fait, c'est juste que dans les processus de lavage, les bouteilles vont passer dans des machines.
elles vont s'entrechoquer. Et ouais, carrément. En fait, c'est ça qui crée ces petites rondelles là, qui font que en fait c'est même positif en fait. C'est une marque que ta bouteille. Ouais, carrément. Là, vous voyez, c'est que des bouteilles qui ont été ramenées, qui sont vides et qui du coup vont être renvoyées au lavage. Petit espace de pause de l'équipe, café et tout. Ça, c'est tous les produits qui sont. Toi, c'est tu vois du abîmé un peu. Ça, c'est des trucs qui ont légèrement passé la DLC et qu'on peut plus vendre aux clients. Ah, c'est génial. Là, il n'y en a pas beaucoup, mais parfois ça arrive qu'on ait plus de trucs quoi. J'ai aussi. Tu vois là, je sais pas. Ah ouais, donc vous faites pas vos courses quoi. Ouais, ça c'est de la farine. Tu vois, ça c'est de la farine et il y a 2 caisses de farine, de blé. Ouais, donc c'est des trucs qui peuvent encore être consommés, il y a encore un peu de temps et comme ça au moins ça évite que ce soit jeté. Canon. Exactement. C'est pour se repérer, mais tu vois, ça c'est la livraison 10 sur 12 dans la tournée. Et ça c'est la caisse 2 sur 3 caisses au total. C'est pour aider le livreur à savoir en fait combien de caisses il doit donner aux gens et éviter les erreurs. Donc ça c'est les camionnettes électriques avec lesquelles vous livrez. Ouais. Et là-bas on voit les bords pour recharger les camionnettes. Je charge tout le temps parce qu'en fait on a des tournées qui partent le matin, on a des tournées qui partent l'après-midi. En fait il faut s'assurer aussi que l'autonomie des camions suit. Donc là tu vois il a commencé à ranger tout son camion, les boissons plutôt sur la gauche, il y a également les trucs de sec. Ça c'est ils vont bien kiffer ça c'est le meilleur muesli du monde. Avec les chocolats? Ouais. Ah j'adore. Et en fait là du coup ça c'est l'espace pour la caisse de frais. Il reste dans la chambre froide tout le temps de la préparation jusqu'au moment où ça part et après il reste dans des caisses. Pareil, préserver la fraîcheur. Et en fait petit à petit ces caisses là qui sont pleines vont être remplacées par les caisses vides. Remplies. Question bête mais le livreur il se retrouve pas genre avec la moitié de la camionnette qui est remplie de trucs vides alors qu'il doit aller chercher au fond les trucs pleins. Ouais alors ça on a au système aujourd'hui on leur dit quand même Ah ouais parce que moi si je livrais je pense que je me retrouverais avec vraiment plein de trucs vides et au bout d'un moment je ferais ok on a un petit problème. Bah non même il faut que tu vois ta dernière commande elle soit plutôt au fond. Donc ça pareil aussi c'est organisé en sorte qu'on perd le moins de temps possible. On a nos propres systèmes informatiques aussi pour les entrepôts. Donc tout est développé en interne et donc on a une équipe tech qui bosse tous les jours. Quasiment tous les jours sort des nouvelles fonctionnalités qui permettent d'optimiser et d'améliorer la vie des livreurs et aussi l'expérience client au final. Pour le coup c'est vraiment électrique. Nous en tant que consommateur, c'est full électrique. Mais en tant que consommateur tu peux pas savoir, tu vois, on te dit c'est un camionnette électrique, en soi le livreur il toque à ta porte, tu peux pas vraiment savoir comment il est venu vu que mais alors on en a qui sont attentifs parce que ça nous arrivait 1 ou 2 fois d'avoir des problèmes de chargement de véhicules ou des véhicules morts, tu vois, des pneus crevés, des trucs et en fait on n'a pas non plus 1 milliard de camionnettes et normalement on essaie d'avoir des véhicules de prêt en électrique. 1 fois ou 2 on a eu des véhicules en thermique. On a quand même voulu le faire parce que notre objectif ça reste de répondre aux besoins du client. Oui c'est clair. Et bah à chaque fois ça a pas loupé, on a reçu un petit mail de comment ça, c'était pas en électrique. Donc nos clients sont plus attentifs qu'on ne le pense. Extra. Tu vois on insiste aussi beaucoup à faire le kilomètre de plus quoi, mais en gros si le client il nous demande aussi de l'aider à mettre les produits dans la cuisine, dans sa cave etc. Si ça arrive que tu aies des clients qui soient avec un enfant en bas âge dans les bras, le rôle c'est aussi d'aller les aider là-dessus quoi. On le fait pas systématiquement pour tout le monde mais mais c'est le but aussi, ça accompagne au mieux quoi. Ouais il y a une vraie notion de service quoi tu vois. Ouais c'est clair. La vraie question c'est combien t'as pris de kilos depuis que tu bosses à la tournée? Au début j'ai beaucoup pris. Pour être tout à fait honnête. Une petite couvade de la tournée quoi. Ouais en plus exactement. Toi t'es arrivé, le projet il était déjà lancé? Ouais exactement, donc Camille, Juliette et Zach ont lancé le projet en 2021 et moi je les ai rejoints à la fin de l'été 2023. T'es le premier directeur marketing? Le premier directeur marketing. T'es arrivé, il y avait déjà le logo etc. ou c'est toi qui as tout fait? On a tout fait avec l'équipe, ça a été un des premiers gros chantiers qu'on a repris où on s'est dit ok on veut construire une marque qui est méga proche des gens. Au-delà d'être un service efficace qui répond aux besoins des gens parce que c'est notre mission première, on avait vraiment envie de créer ce lien émotionnel en plus entre nous et donc notre marque et nos clients. Et c'est pour ça aussi qu'on essaie de faire pas mal de choses pour les enfants, petits coloriages, on a des petits stickers un peu rigolos et tout parce que on a envie que ce soit une marque qui prenne une place centrale dans la vie des familles. Tu vois. Et toi c'est déjà le cas dans ta famille. Ouais carrément. On a une petite peluche là, donc notre petit logo là, Bob là, qu'on appelle Bob. On en a fait une petite peluche tricotée par une mamie trop stylée. Et ma fille elle est trop fan, elle me disait hier il est où Bob et tout, elle le cherchait partout dans la maison. Peut-être qu'un jour on les vendra. Ouais grave, je serai la première à acheter mon Bob. C'est quoi là les next steps de la tournée? Toujours faire plus, donc là déjà il y a beaucoup plus de références par rapport à quand je commandais il y a genre 1 an, il y a beaucoup plus de références. Ouais, aujourd'hui on a 850 produits. Ouais vache. Aussi bien des boissons,
ce qui paraît le plus naturel pour la consigne dans la tête des gens, quoi. Surtout beaucoup d'alimentaire, de l'épicerie sucrée, de l'épicerie salée, du frais, tu vois, des yaourts, on a rentré vraiment pas mal de super yaourts, des fromages. Fruits et légumes, c'est une catégorie aussi qu'on va développer. Trop bon, hein. Ah, j'aime trop. Avec le muesli au chocolat. Trop onctueux et tout, genre vraiment hyper bon. Yaourt vanille. Toujours plus de produits, toujours plus de clients, donc des nouveaux clients et des clients toujours plus fidèles, quoi. Ouais. Puis en vrai, enfin je trouve maintenant avec le frais en fait tu peux tout faire là. La plupart des trucs, par exemple quand tu vas dans un magasin de vrac, bon bah c'est bien, t'as pris tes pâtes et ton riz, mais la plupart du temps tu te dis bon bah ok, il manque forcément peut-être je sais pas des œufs, il va manquer des fruits et légumes, il va manquer des trucs du quotidien, notamment en cosmétiques, en produits ménagers, etc. Là il y a vraiment tout, quoi. Ouais, ça c'est vraiment un des partis pris de base de Camille et Juliette quand ils ont monté la boîte à l'époque, c'était de se dire ok, il faut qu'on ait un assortiment le plus complet possible pour nos clients, pour vraiment résoudre cette tension de en fait si je veux consommer proprement, en fait je dois aller voir 5 endroits différents. Et en plus de ça, vu qu'on livre, ça moi je crois dur comme fer à cet aspect là de notre business, parce que vraiment t'évites aux gens de passer des heures en magasin, à déambuler, à pas savoir quoi choisir, etc. Tu gagnes du temps de dingue. Tu gagnes du temps de dingue, tu peux commander depuis chez toi, en discutant avec tes enfants, ta femme ou ton mari. Enfin, je trouve l'usage est très différent. En fait, on aime bien dire qu'on est des épiciers, avec la même notion de service qui va jusqu'au pas de la porte de chez les gens, quoi. C'est quoi ce qui te plaît le plus dans ton job? C'est les retours clients et c'est de donner du plaisir aux gens, en fait. On a reçu la semaine dernière un mail qu'on a mis sur les réseaux sociaux d'ailleurs d'une cliente qui nous écrit un énorme pavé pour nous dire à quel point la tournée a changé sa vie. Et ça, tu vois, c'est des trucs, en fait, c'est ce pourquoi tu te lèves le matin, quoi. Ouais, c'est énorme. Tu vois le nombre de gens qui te disent, qui nous font des retours méga positifs. On en reçoit vraiment tous les jours des dizaines. Le côté écolo mais pas contraignant pour la personne qui consomme, tu vois. Ouais, bien sûr. Faire en sorte que ce soit simple pour le consommateur, de son inscription à sa 25e commande. Que ce soit livré chez lui clean, que ce soit les bons produits, tous ces trucs là, nous c'est vraiment indispensable. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. Le frais, ça fait depuis quand qu'il y en a sur la tournée? C'est récent? Ça doit faire depuis le mois de février-mars, je crois. Ok, canon. Et pour moi, le truc le plus révolutionnaire, je te le dis, mais c'est les fromages. Ouais. C'est extra. Le fromage râpé notamment, c'est un gros changement, quoi. Ouais. Parce qu'autant les yaourts, tu peux avoir l'habitude, tu vois. Dans des contenants en verre, gros contenants comme ça. Mais dans des contenants réutilisés et réutilisables, c'est beaucoup plus rare. Ça c'est ton rayon, ça. Arrête, parce que moi je vais en voler un. Râpé italien, burrata, des goudas truffés, s'il vous plaît. C'est incroyable. Parmesan au coco, emmental râpé bien évidemment, billes de mozza, des goudas, mozzarella, bufflone, feta. Mon yaourt, c'est le yaourt brassé vanille. Ouais, ça c'est incroyable. Brassé vanille, c'est une grosse tuerie. Ça c'est anti-gaspi. Ouais. Ok. Exactement, c'est pour les DLC un petit peu courts. Génial. Donc ceux-là, ils sont moins chers sur le site. Je les ai vus, t'as un petit pourcentage moins cher pour que ça soit vendu et pas que ça se perde. Notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait un minimum de pertes possible. Ouais. Aussi bien pour nous d'un point de vue business. Ouais, bien sûr. D'un point de vue surtout gaspillage, tu vois. C'est des choses qu'on produit et qu'on n'a pas envie de jeter. Donc on offre à nos clients la possibilité de commander une catégorie anti-gaspi avec un petit peu de discount, quoi. Génial. Sur le frais, qu'il y a un enjeu de faire sortir les produits avec la DLC la plus proche en premier. Et en fait, même dans ton organisation, je sais pas, je reçois ce produit-là, mais celui-là au fond, du coup, il a une DLC qui est en première. Donc en fait, c'est-à-dire avant de remettre en stock, j'ai déjà vidé ce truc-là pour mettre au fond la plus lointaine, avant de remettre, etc. Mais en fait, c'est une rigueur qui est indispensable parce que tu risques au mieux de faire un peu de perte, au pire de livrer des produits à des clients périmés, quoi, tu vois. Et ça, vraiment, on peut pas, quoi. Il y a combien de personnes qui bossent là? Ça dépend des périodes, dépendamment de notre saisonnalité, du nombre de gens qu'on a. On peut monter jusqu'à une quarantaine de livreurs en tout. Livreurs, préparateurs de commandes, là, au sein de l'entrepôt. Et dans les périodes plus basses, on peut redescendre avant. Ok. C'est des trucs mine de rien qu'on nous demande de plus en plus. C'est quoi? Alors ça c'est de la farine, c'est 5 kg de farine, mais on vend aussi des sacs de 5 kg de pâtes, de riz, une famille nombreuse, ou que tu es juste un gros consommateur. On a des bocaux de pâtes qui font entre 350 et 600 grammes. En fait, pour une famille nombreuse, égal de 350 grammes, en fait, ça fait un repas. Il y a un enjeu de volumétrie aussi là-dessus, et on nous demande toujours plein de produits aussi en plus qu'on n'arrive pas forcément à avoir dans ces formats-là. C'est quoi tes produits préférés? Gruyère râpé, suivi Prochoco.
folie. Les cookies Randam, j'avoue, je les aime beaucoup. Pâte sucrée. J'achète moins souvent, mais j'aime bien aussi tous les produits super flacons. Et après, alors il y a tous les biscuits apéro. Truc Michel et Augustin et tout. Mais ça, c'est nouveau, non? Ça fait quelques semaines, les je pense qu'on l'a. En fait, je trouve que ça, avec le fromage, c'est des trucs tu les vois jamais. En beaucoup, non, jamais. C'est les produits par excellence. Ils sont dans un emballage plastique que tu vas acheter instantanément. Ouais. Tu sais, le gruyère râpé. Ah bah instant. Ma mère, elle les achète en paquets de 3. Bah bien sûr. Tous accrochés les uns aux autres, 3 petits paquets. Vraie question, c'est comment vous faites si jamais le verre se casse? Si on livre un client et que dans le transport, ça arrive, il y a une caisse qui tombe ou il y a un bocal qui, avec le diable en passant une porte, il y a un truc qui se pète, ça c'est notre faute, donc on rembourse le client instantanément. C'est de la perte quoi. C'est un bocal qui pourra pas avoir de seconde vie. Si c'est le client, bah c'est pas bien grave, juste qu'on va pas pouvoir lui recréditer sa consigne. Il y a le système de crédit de la consigne, en fait, effectivement. un petit peu comme acheter le bocal en fait temporairement et qu'on rembourse après. On pourra pas lui rembourser, on rembourse les gens que sur ce qu'ils nous rendent. Pareil, c'est un bocal qui pourra pas vivre une seconde fois, mais bon, ça arrive et c'est les risques du métier. Hein. Faire de la consigne sans casse, c'est impossible. Déjà, on a la chance d'avoir un vrai bon taux de retour. C'est un indicateur qu'on regarde beaucoup, c'est sur 100% des produits qu'on a livrés, combien on en a reçu en retour, tu vois. Ok. On voit que des tests à grande échelle, dans pas mal pour de la grande distrie, tu vois, t'as vite du 30%, 35%. Nous, on dépasse largement les 90%. Vraiment, t'as un cercle qui est quasiment fermé. Effectivement, la promesse de donner une seconde vie à tes bocaux et tes bouteilles, elle est réelle, tu vois. Parfois, je les rends pas parce que je les garde pour mettre autre chose dedans. Et en fait, parfois, j'oublie qu'ils sont consignés. Mais et pour ça, vous avez une petite pastille à mettre dessus avec écrit « Je suis consigné ». Ça c'est petites pastilles. Trop mignon. Notamment pour les trucs que tu gardes longtemps, les produits d'entretien. Quand tu auras fini le produit, tu sais pas si... Ah oui, c'est clair, tu sais plus forcément d'où ça vient. C'est quoi ça? Il y a parfois c'est les bocaux de la première commande. Donc ça en fait, quand nos clients passent leur première commande, bah en fait on leur souhaite un peu la bienvenue quoi. On leur envoie un petit bouchon. Bah aussi la spécificité de la consigne, c'est que ton bouchon ou ta capsule, généralement tu peux pas la remettre sur ta bouteille. Bah, donc ça c'est un petit bouchon pour les aider à reboucher. Un petit fascicule qui leur rappelle pourquoi c'est des gens bien et pourquoi la consigne, comment nous aider, etc. Où on réexplique un peu quoi, le cycle de lavage. Donc de la fabrication de nos produits jusqu'à l'usine de lavage, le retour chez le fournisseur. Et puis il y a un petit autocollant avec. C'était la bienvenue quoi. C'est les bouchons pour mettre sur les trucs que tu décapsules. Tu vois, genre une bouteille d'eau pétillante. Tu le laisses 3 jours à l'air libre, bah ça pétille plus. Tu mets ça, mais tu peux la laisser une semaine dans ton frigo, elle va toujours pétiller comme avant. C'est extra. Bon les amis, je m'excuse si c'est pas toujours hyper bien cadré, etc. Le but c'est d'être un peu vraiment en immersion dans le truc, donc je fais pas hyper gaffe, je tire la caméra machin, mais donc je m'excuse si c'est pas hyper bien cadré et tout. J'essaierai de m'améliorer au fur et à mesure, c'est ça le but de cette série. Nico il est pas là. Vous pensez que je peux prendre les billes au chocolat? Non vas-y, je le fais pas. Je le fais pas parce que je suis quelqu'un de bien élevé. Comment tu fais quand tu reçois un produit qui est pas à toi? Genre tu t'es trompé, t'avais un bocal de cornichons et tu l'as mis dans la commande quoi. Ouais bah alors déjà pour vous le renvoyer quoi. Que les équipes soient bien formées, qu'elles connaissent bien aussi à peu près les produits qu'on a en stock. C'est à nous pas à nous tu vois, pour être capable de trier les bons produits. Et bah malheureusement généralement c'est de la perte quoi, parce que c'est rarement des produits qui sont consignés. Il y a un montant de consigne qui se perd quelque part quoi. Oui. Combien d'entreprises qui lavent les bocaux? On en a 2 principaux et après il y a tous les industriels qui savent le faire eux-mêmes, qui donc eux le gèrent de leur côté. Vraiment t'es dans du processus industriel pur, donc en fait faut vraiment imaginer, on a fait une vidéo comme ça, on allait voir nos laveurs, mais faut vraiment imaginer des grandes machines à laver, tapis roulants dans lesquels tu mets les bouteilles et en fait tout est parfaitement fait à la forme. Le truc qui lave ça est probablement pas le même que le truc qui lave ça, tu vois. Bien sûr. Donc il y en a déjà qui sont partis hein, mais... Tout ça c'est ce qui doit être lavé. Ouais. Tu vois, là c'est les grands bocaux. Bon alors moi je vous les lave avant de les remettre, je sais pas si ça sert à quelque chose mais notamment sur le frais, tu vois la bouteille de lait, ton yaourt, ça nous évite aussi pas mal de surprises. Les clients en fait qui nous rendent pas leur truc tout de suite, donc déjà nous on les récupère avec par mois de... Et oui. Mois qui sont finis. Le couvercle nous en gros tu peux le jeter dans ta poubelle jaune. En fait c'est quelque chose, puisque c'est principalement en alu, en fait c'est quelque chose qui est pas trop mal recyclé. D'ailleurs c'est ce qu'ils deviennent en fait. Hein. Il y a des gens qui bossent dessus sur du couvercle, tu peux suivre le cycle de vie en fait de ton bocal et de ta bouteille, mais c'est pas encore totalement opérationnel. Il y a 0 plastique en fait. Alors il y a des fines couches qui sont obligatoires, tu vois par exemple à l'intérieur là, des très fines couches de plastique là, 0 plastique bien évidemment dans nos contenants. Le mec qui reçoit vos bocaux et qui va mettre en bocal par exemple, je sais pas, le muesli etc. Le muesli il arrive comment? En fait ils reçoivent comme en vrac en fait, c'est-à-dire généralement nos produits, ça dépend de typologie de produits, mais c'est des sacs entre 5 et 20 kg que derrière nous on reconditionne sous format de petits bocaux. C'est les mêmes techniques que la filière vrac classique. Ça y est, je suis en direct de la camionnette 100% électrique. On va faire une livraison avec une dame qui visiblement commande la tournée depuis hyper longtemps.
et qui est une grande fan. On va lui amener sa commande. C'est juste les mains. Ah oui, on est sur une adepte quoi. C'est une fan de pâtes, de boissons. Elle m'a dit on a un barbecue. Il y a un barbecue ce week-end, du coup c'est pour les boissons, c'est pour le barbecue. On a vu la commande, on s'est dit où ça va faire la fête. Exactement. Barbecue demain, il faut de la boisson. Tu notes ce qui repart? Ouais, note-le. Alors on a regardé en plus, vous savez que vous avez renvoyé 156 contenants. C'est extra. Oui. Incroyable. Moi j'aimerais bien voir à combien je suis. C'est génial d'avoir le décompte en compte de l'ampleur. Ah ouais. On s'en rend pas compte habituellement quand on est dans la poubelle. Non. Oui, c'est clair. 23 de sauvés. Ouais. 23 là, vous en avez sur les anciens? Ah bah vous allez vite être à 200, 300. 200 c'est le prochain palier du programme de fidélité là, Ouais, ça va arriver vite. Vous allez péter les scores. Après votre barbecue, ça sera bon. Je pense que ça sera bon. Ouais, c'est clair. C'est bien, vous y passer là. Ouais, c'est clair. Merci chef. Bah de rien. Et bah à la prochaine. Hein. Allez, bon Bonne tournée. Je vais au RER. Je suis avec Nico. Franchement, merci pour la visite. Bah avec plaisir. Trop cool. Vous aurez toutes les infos de la tournée en barre d'infos comme d'habitude. Mon petit code qui marche toujours, qui est un très bon code. Qui marche très bien. Ouais, qui marche très bien. Donc n'hésitez pas si jamais vous avez envie de tester la tournée. Bisous. Salut. J'espère que cette première partie de vidéo vous aura permis de comprendre les tenants et aboutissants qui se cachent derrière un système de consignes. Et maintenant, on va rencontrer Juliette et Camille qui sont deux des trois fondateurs de la marque pour leur poser toutes nos questions. Ravie, Juliette, Camille, d'être avec vous aujourd'hui pour parler de votre fabuleuse marque qui est La Tournée. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Moi, c'est Juliette, je suis cofondatrice de La Tournée. Et moi, Camille. Et on a lancé ça fin 2021 tous les deux. Nous, on voulait permettre à tout le monde de réduire leurs déchets facilement au quotidien. Et on trouvait ça absurde, en fait, d'aller au supermarché, d'acheter des produits avec des emballages plastiques à usage unique qui allaient être jetés à la poubelle après une seule utilisation. Il y a un vrai besoin collectif de réduire nos déchets. Pour nous, la meilleure alternative, c'était la consigne. La consigne, elle existait en France jusque dans les années 80. Ça a été démantelé petit à petit pour laisser place au plastique à usage unique. Et en fait, aujourd'hui, là, il n'y a pas d'alternative en consigné qu'on peut trouver au supermarché. Les alternatives zéro déchet, c'est des épiceries vrac qui sont pas toujours à côté de chez soi, qui sont assez contraignantes aussi. Il faut arriver avec ses bocaux, les remplir, repartir. Nous, en fait, le point différenciant, ça a été de proposer une alternative en consigné qui réduit considérablement les déchets, mais qui soit hyper accessible pour tout le monde. Et vous avez l'impression que les consommateurs, ils sont prêts, justement, pour ce changement au retour, tu vois, de la consigne? Nous, c'est marrant, au début, on nous disait, oui, la consigne, c'est culturel. En Allemagne, ça marche bien, mais rien nous dit que les Français vont accepter. Nous, ce qu'on voit, c'est que les consommateurs sont vraiment prêts. Ce qui manque aujourd'hui, c'est les produits et au prix qui serait acceptable pour le consommateur. Donc, le geste de rendre ces contenants, surtout quand on le livre à domicile, donc il n'y a vraiment aucune contrainte supplémentaire, les consommateurs sont hyper partants. D'ailleurs, il y a 9 Français sur 10 qui sont favorables au retour de la consigne, donc c'est énorme. En revanche, il faut vraiment que ça puisse se généraliser et se développer pour avoir tous les produits au bon prix pour le consommateur. Ce qui était assez marrant, c'est qu'on a beaucoup été sur le terrain au début avec Juliette, à essayer d'interpeller des gens dans la rue, à donner nos premiers flyers sur les marchés pour se faire connaître. Et en fait, les gens, quand on leur disait est-ce que ça vous dit quelque chose, la consigne, vous en avez déjà entendu parler? Il y avait vraiment un moment de bug où les gens s'arrêtaient. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc? Souvenir d'il y a 20 ans. Et ensuite, on se mettait à en discuter. Et il y a beaucoup de gens, en fait, pour lesquels c'est une évidence et qui comprennent pas pourquoi ça a disparu, en fait. Après, effectivement, le fait de jeter à la poubelle, ça reste un acte qui est très simple. Et d'ailleurs, on le fait tellement systématiquement qu'on a oublié, en fait, que derrière, en fait, les emballages, ils allaient aller quelque part. Carrément. Donc, c'est quand même des petites habitudes au quotidien à changer. Ouais. Je pense qu'on s'en est rendu compte, là, il y a quelques temps, quand il y a eu une grève des éboueurs. Là, on s'est dit, waouh, ok, en fait, la quantité de déchets qu'on produit à l'échelle d'un humain, tu vois, ne serait-ce qu'en une semaine et tout, mais c'est majoritairement des emballages, en fait. Je pense qu'on n'est pas si éloignés en âge, vous et moi. Donc, j'imagine que ça a été quand même une grande aventure et qu'il y a eu plein de phases. C'était quoi, pour vous, le plus difficile dans ce projet entrepreneurial? Les débuts, franchement, c'était difficile, mais on était tellement naïfs et la fleur au fusil que c'est passé assez vite. Donc, on a démarré dans un petit box à louer qui faisait 15 mètres carrés en banlieue ouest. On a acheté nos premiers stocks de boissons consignées. Et en gros, il y avait Juliette qui conduisait la camionnette. On allait livrer nos clients la journée. On les préparait le matin. On bossait sur le quai de déchargement à côté. Assez galvanisant aussi parce qu'en fait, on voyait nos clients en direct. C'est nous qui les livrions. Donc, on voyait à quelle persona on s'adressait, quelles étaient vraiment leurs envies derrière ça. Ça évolue. T'as recruté les premières personnes. Donc, après, on a délégué. On a fait plein d'erreurs sur la partie opérationnelle aussi.
Une fois que tu as construit un service qui fonctionne bien, où tu as une offre identifiée qui correspond à un besoin client, c'est systémique en fait. Là, tu dois aller chercher des nouvelles marques. Et là, c'est plus juste toi, les choses que tu as à apprendre. C'est aussi embarquer d'autres personnes dans ton projet, quoi. Et ça, c'est hyper impressionnant parce que du coup, vous êtes quand même parti de 2. Vous êtes combien chez La Tournée là, à l'heure actuelle? Là, on est une 60aine. Eh ouais. De 2 à 60 en 3 ans. Plus de 2 ans. Ouais. Et vous avez des marques qui vous ont suivi, donc ça c'est hyper cool. La Citronnade, là on a le Club Maté, Ramdam, etc. Il y a plein de marques qui vous ont suivi. Vous avez l'impression qu'au niveau des autres entreprises, il y a aussi un changement qu'opère, où les entreprises ont vraiment la volonté, tu vois, de se transformer. Évidemment, j'ai ramené mon produit préféré, l'emmental, que je trouve absolument génial parce que vous avez réussi à mettre, tu vois, de l'emmental râpé dans un bocal. Moi, j'avais jamais vu ça, tu vois, en supermarché. Je me dis, ça a pas dû être simple, tu vois, d'avoir des acteurs qui se mettent à vous suivre, mais pour arriver par exemple à mettre du chocolat, du fromage, plein de choses comme ça que d'habitude en fait on trouve emballées au supermarché, pour arriver justement à les désemballer pour les bocaliser comme vous dites. Et j'imagine que c'est encore en cours, mais vous sentez vraiment qu'il y a un truc avec les entreprises qui se passe. Ouais, clairement. Nous, dès le début, on a vraiment vu qu'il y avait une sorte de prophétie autoréalisatrice autour de la consigne. C'est-à-dire, il suffit de quelques acteurs qui s'y mettent pour ensuite aller en convaincre d'autres. Et il y a un côté assez vertueux, puisque tout le monde se dit « Ah bah tiens, si mon voisin, il le fait, moi, il faut absolument que je le fasse. » Il y a ça, il y a évidemment une poussée aussi réglementaire derrière, où bah, finalement, les producteurs, les industriels vont pas avoir le choix que de proposer des produits en contenant consigné. Donc c'est un peu un double impact. Effectivement, ça prend plus longtemps pour des produits, on va dire, plus complexes comme le gruyère râpé ou avec des plus gros acteurs. Mais vraiment, il y a un vrai mouvement et on le voit. Déjà, moi, en tant que consommatrice, tu vois, ça me rassure parce que c'est vrai qu'on perçoit pas forcément ce que les entreprises elles font et tu as toujours l'impression, en fait, qu'à ton échelle, tu peux rien faire. C'est un peu inévitable, le changement climatique et tout. Mais je trouve Après, clairement, ça pourrait aller plus vite. Hein. Enfin, oui, évidemment. Il y en a qui freinent un peu aussi ça parce que ça leur demande des changements énormes. Et du coup, ils le feront vraiment que quand ils seront forcés, quoi. C'est toujours en demi-teinte. Il y a l'aspect positif et il y a l'aspect où, en fait, face aux enjeux, ils vont pas du tout assez vite. Enfin, tu vois, j'ai vu passer des choses, typiquement, vous avez rien inventé, ou des trucs du style est-ce qu'on vous a déjà reproché je sais pas, de faire du greenwashing ou des choses comme ça, parce que vous communiquez quand même beaucoup sur les réseaux sociaux et tout. Sur LinkedIn, Insta, etc. Maintenant, il y a plein de commentaires tout le temps qui fusent. Qui sont forcément très critiques. Et c'est bien, c'est que les gens commencent de plus en plus à se saisir des enjeux et à avoir un esprit critique sur les choses. Nous, en fait, en amont du lancement du projet, on n'a pas lancé juste parce qu'on trouvait ça cool, la consigne. On a quand même vérifié que c'était la meilleure alternative à l'usage unique. Il y a eu plein d'études sorties de l'ADEME, etc. Enfin, c'est pas des acteurs privés qui ont fait des choses ultra biaisées. Donc, sur nos convictions écologiques là-dessus, on est très serein. Ce qui fait que ces remarques de greenwashing, on a de quoi y répondre et elles nous affectent pas plus que ça dans le sens où ça nous fait pas douter. Non, mais vous avez rien inventé. Franchement, nous, ça nous dérange pas du tout qu'on nous le dise. Dans les faits, on n'a rien inventé. La consigne, ça existait déjà avant. Et on a justement, je pense, besoin de nouveaux imaginaires là-dessus, de monter des boîtes aujourd'hui. C'est pas sortir des idées de technologie ou de services dont personne n'a jamais entendu parler. C'est peut-être juste faire preuve de bon sens, aller chercher les meilleures solutions pour chaque secteur et les mettre en place, quoi. C'est ça. Et t'as beaucoup de gens, je trouve, qui sont un peu bloqués justement quand tu parles d'avoir une consommation plus responsable. Moi, t'as beaucoup de gens qui me disent ouais, enfin bon, on est au 21e siècle. Moi, j'ai pas envie de revenir à vivre comme mes grands-parents. En fait, c'est pas parce que je fais ma lessive maison ou tu vois que j'achète du consigné qu'on revient comme les grands-parents. C'est juste aussi une affaire de bon sens. Et c'est quand même remis au goût du jour, enfin dans le sens où nos grands-parents ils commandaient pas sur leur sur leur oui, bien sûr. Ouais, carrément. Pour être livrés chez eux. Donc ouais, carrément. Moi, j'ai beaucoup entendu parler de mes grands-parents, justement, qui étaient à la ferme en Vendée et qui commandaient du lait, tu vois, dans leurs petites bouteilles, etc. Mais du coup, là, on n'est plus à commander du lait, là. Tu vois, on commandait les mélanges de cacahuètes enrobés, donc c'est bon. Et ça, c'est typiquement le problème qu'on a sur le recyclage. C'est on continue de faire perdurer un mythe qui est que, en gros, on va trouver des technologies qui vont résoudre notre problème sans revenir à la source. Tu prends le problème des déchets, on en produit plus qu'on n'en a jamais produit. Le recyclage, ça fait 30 ans qu'on investit des milliards dessus. Alors, il y a des choses qui sont bien, il faut pas jeter tout le recyclage. Hein. Non, bien sûr. Il faut continuer de trier parce que ça reste mieux que de ne rien faire. Mais en fait, là, aujourd'hui, les taux de recyclage, le plastique, par exemple, c'est 9% dans le monde, c'est 25% en France. Il y a plein de plastiques qu'on a énormément de mal à recycler parce que c'est plein de matériaux qui sont mélangés, etc. Et si on continue de penser qu'on va trouver une solution miracle là, du jour au lendemain, qu'on va pouvoir déployer de manière rentable à grande échelle, c'est se mentir à nous-mêmes. Il faut faire preuve un peu plus d'humilité, arrêter de se dire qu'on va juste tout résoudre avec nos technologies, continuer d'avoir cette innovation-là, mais aussi aller sur des choses qui fonctionnent, qui sont plus sobres et qu'on déploie rapidement, quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, je trouve qu'il y a un côté...
tu vois, un peu insouciant, tu mets ton déchet dans ta poubelle jaune, t'as l'impression que c'est plus ton problème. T'as un peu fait une bonne action, tu vois, tu l'as mis dans la poubelle jaune, mais sauf qu'en fait, le recyclage, c'est pas une solution miracle, quoi. Ça utilise de l'eau, de l'énergie, il y a plein de trucs qu'on sait pas recycler, c'est pas forcément bien trié, etc. Donc c'est pas juste tu claques des doigts et hop, ton produit il est recyclé. Et en plus, c'est pas à l'infini. Donc du coup, tu vas avoir quand même un moment où ça sera limité et effectivement, c'est pas une solution miracle. Tout est fait pour invisibiliser tes déchets. Bien sûr, carrément. Tu vois, t'as tes centrales d'incinération, de recyclage, c'est en bordure des villes. On va envoyer des grands conteneurs de déchets à l'autre bout du monde pour éviter que tu vois, on te mette tes problèmes de ta surconsommation en face de toi, quoi. C'est ça. Quelles ont été les choses sur lesquelles vous étiez pas prêt à faire de compromis en vous lançant? La chose qu'on a toujours respectée, c'est le zéro plastique à usage unique. Parce que c'est vraiment le plus gros problème qu'on a aujourd'hui avec les emballages. Depuis le début, on ne propose aucun produit emballé dans du plastique à usage unique. On ne lance pas de produit si on n'a pas d'alternative sans ce plastique. Là où on a fait quelques écarts versus la version initiale, mais c'est aussi qu'on s'est rendu compte qu'elle n'était pas forcément réalisable, c'est le 100% consigné. En fait, on ne peut pas tout mettre dans des bocaux ou dans des bouteilles en verre, même si on aimerait bien localiser la terre entière. Il y a aussi certains produits sur lesquels il faut faire des écarts, soit parce que ça n'existe pas en consigné, soit parce que en fait le consigné c'est pas forcément plus vertueux. Quand l'exemple de shampoings solides qui sont dans des petits cartons bien recyclables, ça n'a pas d'intérêt d'aller les mettre dans des bocaux, de chercher un conditionneur et de dépenser beaucoup d'énergie là-dessus, quoi. Et il y a aussi l'aspect local où en fait pour proposer tous les produits du quotidien, on peut pas trouver tous les produits à l'échelon local. Nous, notre objectif, c'est vraiment de permettre à tout le monde de commander sur notre site et notre application mobile. Maintenant, il faut que je prenne l'habitude de le dire. Et donc, on veut aussi pouvoir leur proposer leur marque du quotidien. En fait, il faut trouver des produits d'appel, en fait, des points de repère pour les Français. C'est vraiment ce qu'on a constaté vachement au début en discutant avec nos tout premiers clients. Il y en avait plein qui se définissaient pas comme écolo et qui même avaient plutôt tendance à dire les épiceries vrac, les magasins bio, j'ai pas les produits dont j'ai besoin ou c'est pas très sexy et qui en fait avaient besoin, ont des habitudes sur certaines marques qui sont vraiment hyper ancrées et genre lutter contre ça, le déconstruire, c'est vraiment un truc de très long terme. Et si tu veux les faire changer maintenant, faut que tu ailles les chercher là où ils sont pour ensuite les amener vers des modes de vie plus vertueux. Et ce qui est très cool avec le sujet des déchets, c'est qu'en fait, ça concerne tout le monde a une poubelle chez soi, tout le monde consomme des produits. Et donc, du coup, c'est un super bon point de départ pour derrière aller remettre en question plein de sa vie perso, quoi. Carrément. Est-ce que vous sentez que ça a transformé votre propre façon de consommer, peut-être celle de vos amis, de vos familles, etc. Et vous sentez qu'il y a eu vraiment un impact sur vous en tant qu'individu, quoi. Toi, ton père, il prend du dentifrice en pâte. J'étais déjà assez à fond sur tout ce qui est gaspillage, sur les déchets. Moi, je vois une vraie différence maintenant que j'utilise la tournée. J'ai un peu converti du coup de force mon copain qui se retrouve avec plein de bocaux et il l'a pas forcément voulu, mais du coup, je suis contente. Vous trouvez que ça a développé votre conscience écologique? Je pense que c'est plus notre conscience écologique qui a fait qu'on s'est intéressé à ce sujet et qu'on a lancé. Après, ça se nourrit, entre guillemets, parce que quand tu commences à mettre un pied dedans, à te rendre compte de l'ampleur des enjeux, la production de plastique, des lobbies, de tous les grands industriels qu'on a, tu te rends compte que t'avais une conscience écologique, mais qu'elle était même pas complète, quoi. Il y avait plein de choses qui t'échappaient complètement. Donc, on avait ce point de départ qui était qu'on voulait lancer un projet impact. Toutes les interactions qu'on a, tout ce qu'on lit, ça fait que renforcer cette motivation. Ouais, c'est clair. C'est quoi, vous, votre geste, le petit geste écolo que vous avez fait, aussi petit soit-il, parce que je considère toujours que même les plus petits gestes ont une importance. Vous vous êtes dit, mais c'est du bon sens, j'y vais direct. Ça a été mes vacances, surtout principalement. Ça fait 3-4 ans que je prends plus l'avion. Je me suis rendu compte qu'il y avait plein de trucs que j'avais à portée de main qui étaient hyper cool comme voyage à faire. Faire du vélo, à faire de la van life. Je trouve que typiquement sur l'alimentation, je trouve ça beaucoup plus difficile, tu vois. Quand je me retrouve dans un resto avec des amis ou quoi, de pas manger de viande, par exemple. Tu vois. De remplacer mes gels douche par du savon solide, beaucoup réduire ma consommation de viande, réduire aussi l'avion. Rien, je dirais, de drastique à 100% du jour au lendemain, en fait. Pour vous, c'était quoi le truc, justement, le plus dur à faire? Mais toi, du coup, Camille, t'as déjà répondu. Ouais, je trouve ça compliqué tu te retrouves à un repas de famille, ta grand-mère, elle a préparé un plat de viande, de dire non, fais-moi des pommes de terre à côté, tu vois. Non, mais c'est intéressant parce que moi, ça a été vraiment l'inverse. D'accord. Les voyages, je suis encore moi, c'est l'avion aussi, clairement. C'est difficile de me dire à 25 ans, je vais plus prendre l'avion. Parce que j'ai ce truc où j'ai envie de parcourir le monde et tout. Ouais, mais en fait, tu peux, c'est juste qu'il faut plus de temps. Et toi, le truc le plus compliqué, du coup, avion, le côté voyage aussi. Ouais, clairement. Ok, donc là, on est de retour en 2021. Il y a l'idée qui pop, le retour de la consigne, on le remet au goût du jour. Qu'est-ce que vous feriez différemment? Je pense plein de trucs. On a tellement appris, t'as des apprentissages permanents. C'est plus des petits détails ou des moments où on a peut-être perdu du temps ou au contraire aller trop vite sur certains autres trucs.
plutôt que dans les faits, dans la trajectoire globale, on est trop content. Bah, quand tu démarres, forcément, on était hyper motivés. Nous, on arrive avec nos compétences, mais sur un domaine qu'on connaît pas, la grande distribution. Tu te retrouves dans des zones d'activité à visiter des entrepôts alors que t'as jamais visité un appart à acheter encore. Tu vois. Tu vas pas forcément faire les choix les plus ambitieux ou les meilleurs pour l'entreprise. Tu vas d'abord vouloir te rassurer un petit peu. Notre premier entrepôt, il faisait 450 mètres carrés. Ça faisait genre 25 fois notre petit box à louer. Ça nous paraissait incroyable. Et en fait, on a saturé au bout d'1 an et demi. Tu fais des erreurs comme ça, bon, qui sont pas non plus des erreurs qui te coûtent beaucoup, mais tu perds un peu de temps. Et pour terminer, est-ce que vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de monter un projet à impact positif? Chaque fois, on se dit, ah bah tiens, on a vécu le plus dur. Et en fait, un truc plus dur arrive. Il faut vraiment s'accrocher, ouais. La résilience, c'est dur, mais en fait, quand on croit en notre projet, il faut s'accrocher, même quand il y a des personnes plus ou moins malveillantes qui vont te dire que ça va pas marcher et que tu te fais des films. Non, faut vraiment, quand on croit en son projet, faut tout donner, quoi. Bien s'entourer aussi. On n'a pas beaucoup parlé là, mais il y a l'aspect équipe. Se retrouver aujourd'hui avec 60 personnes, en fait, du jour au lendemain, t'as quand même ton niveau de responsabilité c'est énorme. Qui est pas le même. De bien s'entourer dès le début, et ça passe évidemment, sauf si tu veux créer ton projet tout seul, mais si tu veux que ce soit une aventure humaine, ça passe par trouver un ou des associés. Comment vous êtes trouvés? Autour d'une poubelle. Ouais, puis on s'est rencontrés pour trouver 2 personnes qui veulent bosser sur le sujet de la consigne, qui sont au même moment à Station F, qui sont vraiment motivées. On s'est dit qu'il y avait un truc quand même. Moi, comme conseil, en fait, le plus important, je pense, c'est en se lançant déjà d'avoir un peu de se fixer une ligne directrice à laquelle on pourra toujours se raccrocher. Donc ça va être une conviction, quoi, une conviction forte, en disant bon bah voilà, mon hypothèse c'est qu'il y a ce problème-là et qu'en fait on pourrait le résoudre comme ça. Si tu la relis régulièrement, bah tu sais pourquoi tu le fais, quoi. Essayer de trouver une activité, un secteur en tout cas qui nous anime et qui on se dit qu'on va pouvoir passer des années dessus. Je pense que le côté entrepreneuriat à l'opportunisme, je vais lever des millions et ça va marcher. Ça c'est un mythe, ça a marché pour très peu de gens et ça marche encore moins maintenant. C'est clair. Donc c'est hyper important de trouver quelque chose sur lequel on se projette et sur lequel on va pouvoir apprendre, quoi. Il y a beaucoup de startups finalement qui créent un peu des besoins artificiels qui n'existaient pas vraiment finalement, alors que là on répond à un vrai besoin. Dans notre quête, on a un peu l'impression de grimper l'Everest. Donc c'est ça qui nous anime au quotidien, c'est qu'on grimpe l'Everest pas à pas, mais sans beaucoup d'équipement et finalement avec moins de moyens qu'eux. Mais c'est ça qui rend aussi le projet super motivant, quoi. Okay. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura permis de comprendre comment fonctionne réellement en interne un système de consigne qu'on essaye de remettre au goût du jour, puisque il faut se le dire, la consigne ça datait à la base du temps plutôt de nos grands-parents, arrière-grands-parents qui recevaient les bouteilles de lait justement et qui les gardaient parce qu'elles étaient consignées pour les rendre aux laitiers sur le bas de la porte. Mais ils ont vraiment réussi, je trouve, à dynamiser et à rajeunir l'image de la consigne, donc ça c'est vraiment trop canon. Alors pour cette vidéo, j'ai eu la chance de pouvoir accéder au studio dans lequel on a filmé la partie interview. Ce sera pas toujours comme ça, la plupart du temps ce sera juste ma caméra posée. Là j'en ai profité puisque du coup on avait la partie interview avec tous les micros, le studio et tout, bref, pour vous permettre d'avoir un contenu de qualité. Donc ça c'est vraiment top, ce sera pas tout le temps comme ça, mais en tout cas j'espère sincèrement que ce premier épisode vous a plu. Je m'excuse encore si tout n'est pas parfait. Quand on est dans l'entrepôt, il y a des bruits de verre, j'ai pas encore de micro etc sur ma caméra. C'est des trucs que je vais mettre en place pour essayer d'améliorer la qualité des contenus que je vous propose. Mais voilà, on était un peu pris par le temps et j'avais vraiment envie de lancer cette série de vidéos. Et vous savez ce qu'on dit, on apprend en faisant. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et dans quelques semaines pour l'épisode 2 Désengagé. Bisous. Tu veux rajouter quelque chose? Non, c'était bien. C'était parfait. Good. J'ai envie de manger dès matin. Donc vous êtes passé quand même de 2 personnes, une soixantaine. Ça fait quand même pas mal de monde. Je n'ai pas ta question. Sinon, la fin, tu pourrais dire. Ah, très bonne idée. Attends, faut juste que on se les remémore. Ils sont écrits sur vos murs de la cuisine. Moi, j'ai une photo si vous voulez. C'est vrai? J'ai une photo de votre cuisine. Je suis venue à votre bureau. Vraiment, c'est moi qui les donne. Je suis cuite. Impactant. Accessible. Grosse boîte quand même, parce que vous êtes une soixantaine. Pour ceux qui nous regardent, si jamais vous voulez bosser chez La Tournée. Attends, je le refais. Je vais peut-être pas dire, est-ce que vous transvasez un sachet de plastique là-dedans? Okay. Comme t'as évoqué le côté gros cuve, machin, grosse contenance, ça fait moins. Non, une énorme cuve. Je sais pas si on voit. Est-ce qu'on voit des traces d'usure là ou pas? C'est bien ça. Ouais, c'est ça. Ok, ça se voit très bien l'image. Ça, c'est une bouteille consignée. Bon, ça, par exemple, c'est une bouteille consignée. Ah bon? Ah bon? Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. C'est quoi cette marque? C'est Ramdam. J'ai vu passer, mais je savais pas que vous en aviez, c'est nouveau? Ouais. Ok, un bocal acheté égale un repas cofinancé, trop sympa.
Ouais, c'est bon surtout. Ça faisait vraiment pub ton truc. Ah ouais? Ah ouais, c'est sincère. Oh, mais c'est quoi ce nouveau boss? Qu'est-ce que c'est ça? Quand est-ce que j'ai la pâte à tartiner là dans le 16e? Là, ça y est, c'est. Non, j'ai pas pu l'avoir la dernière fois. C'était out of stock. Ouais, vous privez les bobos parisiens de manger de la pâte à tartiner. Vous allez rentrer quoi là? Teasez-moi. Papier toilette. En bocal? C'est quoi votre produit préf sur la tournée? Le drogué. Club maté direct. Moi, c'est les yaourts. Trop Oh, bon. les yaourts vanille. Ah, les cacahuètes au wasabi, je m'en fais des pots. Waouh. Ah, mais c'est toi. Bon, après, vous savez, si vous avez trop d'échantillons, vous avez mon adresse sur votre site, hein, donc vraiment. Bah, merci beaucoup. Franchement, c'était trop bien. Voilà, C'est smooth, ouais. merci à vous. Hein. Tu nous dis quand il faut arrêter là. Parce que là. Parce que là,